Bonsoir et bienvenue dans votre édition du week-end. Les élus et les partis politiques font leur rentrée, chacun à sa manière. Hier, c'était au tour du sénateur Tani Mohamed Swalihi devant la population à Chirungi, notamment les grands électeurs. Il a présenté son bilan annuel. Le reportage est signé Abdou Kafé Mohamed et Assad Razafitsen. Une rencontre annuelle aux allures des meetings politiques. Le sénateur LRM Tani Mohamed Swalihi devant la population, mais aussi et surtout face aux grands électeurs à Chirungi pour exposer son bilan conformément à ses engagements pris depuis son précédent mandat. Chaque année, il fait part des avancées et pour ce début de mandature, il revient sur la loi Asile et Immigration. Je m'arrêterai sur ce dernier amendement, ces amendements sur le droit du sol, parce que c'est une disposition symbolique qui tient compte des particularités de Mayotte et plus particulièrement de la pression migratoire que nous connaissons dans ce département depuis 2 décennies, et aussi parce que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont eu à se prononcer sur ces amendements, et enfin parce que pour qu'ils puissent prospérer, j'ai eu le soutien du président de la République, Emmanuel Macron. Et ce sont des dispositions qui vont, je l'espère, apporter énormément dans la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Droit du sol, éducation, développement économique de l'île, tout est passé en revue devant une insistance composée d'élus de tous bords. Et le sénateur le sait, les défis sont nombreux. Beaucoup reste à faire. Moi, je dirais que nous avons bénéficié de 2 annonces essentielles par rapport au plan de développement de Mayotte avec 1,3 milliard à la clé, et par rapport aux annonces qui font suite aux assises des Outre-mer qui ont été concrétisées par une augmentation conséquente du budget qui a été annoncée récemment par la ministre des Outre-mer. Donc la réalisation concrète des projets qui sont contenus dans ces plans et de ces annonces est un enjeu essentiel pour les jours, les mois et les années à venir. Tani Mohamed Swalihi a du pain sur la planche. Prochain rendez-vous dans 1 an. Autre élément d'actualité, les Gilets jaunes de Kaweni ont cessé toute activité. Ces hommes et ces femmes qui quadrillent bénévolement les rues sont en grève, comme ils le disent. La cause, une phrase prononcée par les autorités policières. Être gilet jaune n'est pas un gage de régularisation. Un rappel de la loi qui a du mal à passer auprès de ces bénévoles. Reportage et explication Kalatoumi Abdoulhadi et Anastasia Laguera. Ils sont dans leur petit local de Kaweni, dans le quartier de Mangatélé, et non à veiller les rues de Kaweni. Les gilets jaunes, comme on appelle ces hommes et ces femmes qui contrôlent les rues de Kaweni, ne le font plus depuis quelques jours, par crainte d'être reconduits à la frontière pour certains. Il y a la déclaration de Chamassé a été confirmée aussi par la préfecture. Ça a été dit que voilà, les gilets jaunes seront contrôlés, seront expulsés s'ils n'ont pas bien sûr une situation régulière dans le territoire. Et ils sont nombreux dans ce cas parce que seul 1/3 des 500 membres est français. Ici sont empilés les dossiers de 117 membres de Gilets jaunes de l'association Solidarité, Obéissance et Prévention. Ces 117 personnes sont détenteurs de la carte de séjour et en attente de régularisation. Mais les bureaux des étrangers à la préfecture sont toujours fermés, même pour eux. Ceux qui ont des papiers témoignent bien sûr de leur solidarité envers ses camarades. C'est la raison pour laquelle, si vous avez vu que voilà, depuis quelques jours, il n'y a pas eu bien sûr aucun geste bien sûr de nos activités, c'est ça en fait la situation. Depuis déjà 3-4 jours. Une solidarité partagée aussi par les habitants de Kaweni qui craignent la reprise des agressions et des vols. Vous ne voyez pas que la violence va revenir ou c'est déjà le cas? Avant, on n'arrivait même pas à dormir. Depuis leur arrivée, tout allait mieux. Donc il faut leur donner des papiers parce qu'on était vraiment en danger ici. Depuis qu'ils ont décidé d'arrêter, nous ne sommes plus tranquilles. Ces gilets jaunes ne le faisaient pas pour des papiers, mais c'était surtout pour enrayer la délinquance.
Selon le capitaine Chamassi, ces paroles n'ont jamais été autre chose qu'un rappel de la loi. Être membre de Gilets jaunes n'est pas un gilet de sécurité contre l'expulsion si l'on est en situation irrégulière. Dans la grande région, en Indonésie, le bilan du séisme et du tsunami s'est considérablement alourdi. Au moins 832 morts et les autorités ne sont pas confiantes. Elles redoutent un bilan encore plus lourd dans les heures qui viennent. Le récit de Stéphanie Pérez. Voici les premières images aériennes de la ville de Palu, l'une des plus meurtries par le séisme et le tsunami de vendredi. On comprend clairement que la vague s'est engouffrée sur plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres. Une coulée de boue et dans son sillage les petites maisons de bois réduites à néant. Ici, l'un des emblèmes de la ville, son pont aux arches jaunes, désormais tordu dans les eaux. Là, le dôme de la mosquée qui s'est effondré. Et le supermarché, rempli de clients au moment du tremblement de terre. Quand la terre a commencé à trembler, je finissais mes courses. Je venais de payer quand tout est devenu noir. Les murs ont commencé à trembler, c'était horrible. Avec mes filles, on a couru vers les escalators qui ne fonctionnaient plus. Et on a réussi à sortir. Sur cette vidéo du tsunami qui a suivi le séisme, on mesure la force de la vague qui a emporté les habitations et les voitures. Et la panique de ceux qui ont tenté de lui échapper. Palu compte 350 000 habitants. Combien sont encore coincés sous les dizaines de bâtiments effondrés ou dans les quartiers submergés? Impossible de le savoir. Les quelques équipes de secouristes sur place fouillent les décombres à la recherche de survivants, souvent en vain. Et il manque cruellement de moyens. On a envoyé nos équipements lourds dans 5 zones, mais ici, pour être honnête, il nous manque vraiment le matériel nécessaire. Les sauveteurs sont particulièrement inquiets au sujet de cet hôtel. Il pouvait héberger jusqu'à 150 personnes. Le bâtiment s'est complètement effondré sur les clients et le personnel. Mais des signes de vie ont été détectés. Il faut agir vite, car le bilan ne cesse de s'alourdir et la population est à bout de nerfs. Ici, les premières scènes de pillage dans les supermarchés. Il n'y a pas d'aide, il faut bien qu'on mange. Nous n'avons pas d'autre choix, nous devons aller chercher à manger. Des sinistrés qui attendent désespérément de l'aide. Dans les hôpitaux, les blessés sont soignés dehors, avec les moyens du bord. Comment faire la lumière sur les actes de pédophilie au sein de l'Église? Un groupe de personnalités, en majorité chrétienne, réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire. Une commission qui pourrait notamment avoir accès aux archives diocésaines, comme c'est déjà le cas en Australie et aux États-Unis. Sophie Roudier et David Fossard pour plus d'explications. C'est un appel lancé aux parlementaires par des chrétiens engagés. Une ministre de la Santé, de la Famille, 2 avocats, un chef d'entreprise. Ils demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'Église. Leur objectif ? Faire toute la transparence sur ces crimes et leur dissimulation qui, écrivent-ils, constitue une atteinte grave à l'ordre public. Cette démarche de clarté, elle nous paraît pas encore être faite dans l'Église catholique. S'il n'y a rien à se reprocher, qu'on y aille. Pourquoi avoir peur de la vérité? Ce matin, à la sortie de la messe, beaucoup de fidèles se disent favorables à cette initiative. Il faut être très ouvert et pourquoi pas, il n'y a rien à cacher. Tout ce qui peut faire la lumière sur des choses parfaitement répréhensibles et justifiées, je pense. Dans d'autres pays, de vastes enquêtes ont été lancées pour mesurer l'ampleur des sévices. Irlande, 2009, l'enquête a permis de montrer que des centaines de prêtres pédophiles ont été couverts par l'Église catholique. Australie, 2012, pendant 5 ans, une commission a auditionné des milliers de victimes. Aux États-Unis, une enquête judiciaire a fait état de plus de 300 prêtres ayant abusé d'au moins 1000 enfants. Quelles affaires une commission d'enquête pourrait-elle exhumer en France? Pour cet historien des religions, l'Église avait connaissance de nombreux cas. Ce qu'auraient dû faire certains évêques, c'est mettre plus rapidement les prêtres hors d'état de rencontrer des enfants.
donc ne leur confier aucune responsabilité paroissiale. Depuis plusieurs années, c'est le cas. Mais les affaires qui ressortent actuellement sont des affaires très anciennes. Indemnisation des victimes par l'État ou obligation pour les religieux de dénoncer les actes de pédophilie. Voici quelques recommandations faites par les différentes commissions d'enquête. Retour dans la région pour finir avec cette action de solidarité à La Réunion. Ils étaient plus de 400 aujourd'hui à s'être relancés de Sainte-Marie jusqu'à Saint-Denis, soit une douzaine de kilomètres. 435 sportifs qui, par leur contribution, ont aidé à faire avancer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Le reportage de nos confrères de Réunion, La Première. Courir pour combattre un mal qui vole les cœurs, les âmes et les souvenirs. Malgré le mauvais temps, la moitié des inscrits a parcouru les 12 km de course avec courage et conviction. C'est déjà apporter de la lumière dans une journée bien grise, mais apporter de la lumière sur l'association et puis faire en sorte que les gens soient de plus en plus sensibilisés à la maladie d'Alzheimer. Alzheimer a touché le grand-père de Katia, décédé à l'âge de 86 ans. Bravo Katia. Une maladie qui a touché aussi ma famille puisque mon grand-père en est décédé. Mais ça a touché tout le monde et surtout ma grand-mère qui elle, s'est battue. Donc régulièrement, je pensais à elle en courant en disant qu'elle, elle n'a jamais lâché. Donc moi, je ne peux pas lâcher, quoi. Donc voilà, c'est pour les valeurs sportives et combattre une cause. Véronique a tenu à donner de son souffle pour tous les malades, dont sa maman. C'est une maladie, comme je disais, très difficile pour les aidants à vivre, pour les aidants et pour les malades. Quand on ne comprend pas la maladie, on a du mal à apporter l'aide nécessaire, sans agressivité, avec beaucoup de douceur. Donc c'est important de connaître la maladie. Il faut absolument que les personnes s'impliquent de plus en plus. J'ai la grippe, j'ai mal au genou. J'ai fait ça pour montrer que la souffrance, on peut souffrir et pas oublier les autres aussi souffrent. Donc on fait le partage de la souffrance de nous tous ensemble. Tom et son cousin Gabriel ont franchi la ligne d'arrivée avec une pensée empreinte d'émotion. Pour m'en sortir gagnant, ma mère, mon père, et aussi pour les malades et même pour les gens qui sont au ciel. 2300 Gramounes atteints d'Alzheimer sont actuellement hospitalisés à La Réunion. Corinne et Gérard. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 13h.